Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors hier, Bercy a baissé sa prévision de croissance pour 2026 à 0,9% en raison de la guerre au Moyen-Orient. C'est l'actualité chaude du moment, une réaction ? Oui, absolument. Pour moi, c'est un chiffre tout à fait plausible. C'est d'ailleurs notre révision au début du mois de mars en raison du conflit, parce que comme vous l'avez évoqué dans la précédente session, on va avoir un effet négatif de pouvoir d'achat. Alors, les marchés anticipent plusieurs hausses de taux, mais chez Natixis, vous n'êtes pas dans ce consensus. Pourquoi les conditions actuelles vous semblent fondamentalement différentes de celles de 2022 ? En fait, il y a trois paramètres que regardent les banques centrales et qui les encouragent ou pas à hausser leur taux d'intérêt. Le premier paramètre, c'est l'origine de l'inflation. Si on a une inflation qui est tirée par la demande et que viennent par-dessus l'augmentation des prix énergétiques, évidemment, il y a un risque de ce qu'on appelle le second tour, c'est-à-dire avoir une spirale de salaire où finalement les travailleurs demandent plus de hausse de salaire pour compenser l'inflation. Le deuxième paramètre, c'est le niveau d'inflation de départ avant le choc énergétique. Et le troisième paramètre, c'est la réaction des gouvernements. Et donc, en 2022, ces trois paramètres étaient au vert, c'est-à-dire qu'on avait déjà une inflation haute qui était l'héritage un peu des politiques monétaires accommodantes au cours des crises financières. On avait une inflation tirée par la demande puisque la croissance économique après le Covid reprenait de plus belle. Et puis on a, au moment de la crise énergétique, des gouvernements qui ont été très généreux pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages et le profit des entreprises. Et donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. On a une croissance qui est plutôt atone, en particulier en zone euro et en France, puisque la consommation des ménages n'est pas là, elle est très faible. On a des gouvernements qui, pour le moment, sont plutôt prudents au niveau des mesures. Et puis surtout, avant le choc énergétique, on avait déjà une inflation qui était tournée autour des 2%, qui est la cible de la BCE. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans le cas de figure de 2022, mais paradoxalement, j'aurais envie de dire que c'est plutôt les pays asiatiques, aujourd'hui, qui se trouvent dans la situation que l'Europe a connue en 2022. Donc pour nous, la BCE va prendre en compte ces trois paramètres, devrait hausser de 25 points de base son taux directeur d'ici le mois de juin. Peut-être deux, tout dépendra de l'évolution des anticipations d'inflation. Donc vous le disiez, l'Asie est la plus exposée à la crise énergétique et ensuite, c'est juste derrière, c'est la zone euro. Pour quelle raison ? Alors, l'Asie importe énormément de produits énergétiques du Moyen-Orient et en particulier qui transitent par le détroit d'Ormuz. La Chine, par exemple, importe pour les produits pétroliers son pétrole, plus de 80% provient du détroit d'Ormuz. Donc, l'Asie a à la fois un problème d'approvisionnement et un problème de prix. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce matin, le gouvernement japonais a annoncé qu'il débloquait 10 milliards de dollars pour soutenir la croissance et les pays de l'Asie du Sud-Est, parce que justement ce sont les pays les plus impactés. En zone euro, on n'a pas un problème d'approvisionnement, puisque on importe moins de 20% de notre pétrole en provenance du Moyen-Orient et rien qui transite par le détroit d'Ormuz, et moins de 30% pour le gaz. Deux seuls pays sont impactés, c'est l'Italie pour le pétrole et l'Espagne pour le gaz, mais ce sont deux pays qui ont des réserves stratégiques extrêmement élevées. Donc en Europe, ça sera plutôt un effet prix, alors qu'on peut avoir un problème de production également en Asie. Alors dans ce contexte que vous décrivez, est-ce qu'on peut dire que l'Europe tient le choc finalement face au choc géopolitique qui s'accumule ? Alors pour le moment, oui. Très clairement, puisqu'on voit qu'on a quand même des indicateurs qui, avant la crise énergétique, étaient plutôt en rebond. Néanmoins, vraiment la variable clé, c'est la consommation des ménages. Et là, avant la crise au Moyen-Orient, on avait une croissance qui, dans les meilleurs des cas, selon les pays, évoluerait en 2026 autour de 1%. On a un taux d'épargne extrêmement élevé parce que les ménages, avant déjà le conflit au Moyen-Orient, étaient très inquiets sur l'évolution du chômage. Et donc, malgré un taux d'épargne très élevé, dans les enquêtes, ils vous disaient déjà, on va épargner plus. Maintenant, la variable clé, c'est la confiance des ménages. Et si on voit que la confiance des ménages en avril chute
significativement, il est très vraisemblable qu'on aura d'autres révisions à la baisse de la croissance économique. Mais pour le moment, ça résiste. Est-ce que cette révision à la baisse là, que Bercy vient d'annoncer, ça pourrait avoir un impact concret sur la vie quotidienne des Français, sur le pouvoir d'achat dans les mois qui viennent? L'impact est déjà là, parce qu'entre une hausse des prix du pétrole sur les marchés, ça met 3 semaines à transiter sur les prix à la pompe. Donc on est déjà à cet impact-là. Il y a déjà une érosion de facto du pouvoir d'achat des ménages. Maintenant, tout dépend de la durée du conflit. Effectivement, pour le moment, nous, notre révision en ligne avec le chiffre de Bercy de ce matin, c'est 0,9% de croissance du PIB en France. Mais ça part sur une hypothèse d'un conflit qui durerait que 3 mois. Donc fin mai, si le conflit est toujours là et que les prix sont toujours à la hausse, on aura d'autres révisions à la baisse. Alors si on essaie de traduire tout ça en stratégie pour les investisseurs, comment orienter son allocation de portefeuille dans ce contexte? Actions, obligations, crédits, quels sont les arbitrages à faire selon vous? La première chose, c'est la réaction des banques centrales. Dans la partie assez longue, si vous voulez, la Banque centrale, dans le contexte actuel, puisqu'on a une croissance qui résiste mais qui n'est pas très très vigoureuse, l'objectif des banques centrales de par le monde va être de stabiliser les anticipations de l'inflation par une hausse du taux court, avec l'espoir de stabiliser les taux longs. Donc, pour le moment, ce qui est clair, c'est qu'on pourrait avoir une hausse des taux longs si les anticipations ne sont pas stables. Donc aujourd'hui, nous, dans notre stratégie chez Natixis, on est plutôt relativement bullish sur les actions européennes et américaines. On pense que d'ici la fin de l'année, avec beaucoup de volatilité, mais d'ici à la fin de l'année, par rapport au niveau d'aujourd'hui, ça devrait augmenter de 6%. Et pour l'obligataire, c'est évidemment regarder la fin du cycle de hausse avant de revenir sur le crédit et l'obligataire. Est-ce que les spreads s'écartent pour l'instant? Oui, absolument. Et pour quelles raisons? Pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer? Parce qu'il y a anticipation de hausse de taux de la Banque centrale. Qui dit hausse de taux de la Banque centrale dit augmentation des primes de risque. Donc pour le moment, c'est une dynamique assez logique. Et je pense d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle beaucoup de banques centrales, à commencer par la Banque centrale européenne, vont symboliquement augmenter de 25 points de base ou voire de 50 maximum leur taux directeur pour conforter le prix des marchés financiers aujourd'hui qui reflète cette anticipation de hausse. Alors dans ce contexte de tension et d'incertitude, est-ce que les valeurs refuges classiques qu'on connaît, comme l'or ou le platinium, jouent encore vraiment leur rôle de protection pour les investisseurs ou finalement plus du tout? Alors oui, pour le moment très clairement, mais on voit qu'il y a beaucoup de volatilité. Si je prends le cas de l'or par exemple, c'est un marché extrêmement volatile dans la mesure où le marché de l'or physique est un marché peu profond, c'est 100 milliards de dollars. Donc quand vous avez une banque centrale qui vend 10 milliards d'or, ça fait chuter le prix de l'or de 10%. Donc aujourd'hui, on est à 4003, on pense qu'on atteindrait 4500 dollars l'once pour l'or d'ici la fin de l'année, avec une stabilité l'année prochaine. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas une valeur refuge à court terme, mais ce qui est clair, c'est qu'à très long terme, donc au-delà de 2 ans, la tendance de l'or est clairement haussière. Donc à court terme, on pense qu'il y a plutôt un arbitrage à faire entre le platinium, l'argent versus l'or, puisque ces deux matières-là, argent et platinium, sont relativement bon marché aujourd'hui par rapport à l'or. Mais au-delà de 2 ans, c'est l'or qui va reprendre sa valeur refuge, parce que justement, il y a les banques centrales qui vont continuer à acheter de l'or dans le long terme. Les valeurs minières restent intéressantes pour vous? Oui, absolument, pour le moment. Alors, pas toutes les valeurs minières, puisque évidemment, pour le moment, les mines et les valeurs minières sont dépendantes du prix du pétrole. Avec le prix du pétrole qui augmente, ça coûte plus cher d'extraire les minerais. Mais à moyen terme, c'est plutôt orienté à la hausse.
Alors un petit mot sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle commence à améliorer la productivité des entreprises ou est-ce qu'on est encore finalement dans la phase des promesses? Alors, ça dépend de quelle intelligence artificielle on parle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle qui a été générée avec l'augmentation de capacité de calcul des ordinateurs, l'Internet et autres, on sait qu'en moyenne, c'est augmenté de 0,3 points de pourcentage la croissance de la productivité annuelle en Europe et de 0,6 points aux États-Unis. Donc ça, on a les études là-dessus. La vraie question aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générative, type ChatGPT, où là, on n'a pas de données de recul. On a des exemples anecdotiques qui vous disent que pour le support commercial par téléphone, ça augmente la productivité de 25%, etc. Aujourd'hui, il y a deux questions qui vont déterminer l'impact de l'intelligence artificielle sur la productivité. Le premier élément, c'est le nombre de tâches exposées à cette intelligence artificielle. Et le deuxième paramètre, c'est parmi ces tâches-là, lesquelles sont profitables d'être remplacées par l'IA. C'est-à-dire que si vous remplacez une tâche par l'IA générative, c'est profitable de la substituer si l'erreur générée par l'intelligence artificielle est à un coût marginal, très faible. Donc aujourd'hui, on en est là. Il est très probable que sur le long terme, on sera également autour de 0,7 points de croissance de productivité annuelle pour la plupart des pays. Mais ce qui est clair aussi, c'est que, et ça c'est un défi pour les banques centrales à l'avenir, c'est que ça en aura un effet désinflationniste. Donc ça, c'est un impact qu'il faut regarder à l'avenir. Alors on a vu qu'il y avait beaucoup de volatilité autour de l'IA ces derniers mois, notamment sur les valeurs américaines. Est-ce que c'est encore le moment d'investir? Est-ce qu'on est dans une bulle? Alors, il y a deux questions. La première, c'est que on l'a vu sur les valeurs technologiques qui étaient, entre guillemets, attaquées, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand doute sur le rendement des data centers. Et le stockage aussi. C'est le stockage, ça coûte beaucoup d'argent, et puis c'est en porte-à-faux avec la transition écologique qui dit il faut préserver l'eau et il faut aussi limiter l'artificialisation des terres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il y aura des gagnants et des perdants. Aujourd'hui, on a bien vu la réaction du marché par rapport à l'action de ChatGPT quand DeepSeek, le chinois DeepSeek est sorti. Donc on voit qu'il y a beaucoup de nervosité là-dessus. Moi, personnellement, je pense que la technologie sera là, elle va s'améliorer dans le futur, elle va générer des profits et des gains de productivité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas qui va gagner au final. Et donc, c'est plus prudent de mon point de vue de faire un indice global, de suivre un indice global ou d'investir sur un ETF lié à l'IA et à la technologie, une valeur par valeur, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Donc le conseil du jour, ça serait plutôt les ETF, en tout cas quand ils sont liés à ces valeurs-là. Si vous deviez donner un seul indicateur à surveiller dans les semaines qui viennent pour savoir si l'Europe s'en sort, ce serait lequel? Pour l'Europe, c'est la confiance des consommateurs. C'est clé. C'est la consommation des ménages dans le PIB européen et français, c'est quand même plus de 55% du résultat. Vous avez une croissance de la consommation des ménages à tonnes, vous ne pouvez pas avoir un PIB qui croît significativement plus de 1%. Donc c'est vraiment l'indicateur qu'il faut suivre pour le mois d'avril pour déterminer le scénario. Et en France, après la décision de Bercy d'abaisser sa prévision de croissance, quelles sont les autres décisions qu'il faut suivre? Quel impact ça peut avoir finalement en cascade de cette décision? Alors en cascade, c'est évidemment l'introduction ou pas d'un bouclier tarifaire, comme vous en avez parlé. Est-ce que si on devait revenir, et c'est là le paradoxe, si on devait revenir aux mesures aussi généreuses qu'on a eues en 2022, non seulement ça va faire dérailler le déficit public, mais en plus, ça devrait encourager davantage la Banque centrale européenne d'avoir une politique monétaire restrictive. Un petit mot de la situation géopolitique. Quel regard est-ce que vous portez sur le blocage du détroit d'Ormuz? Est-ce que vous croyez à un dénouement rapide? Alors, nous, notre baseline, c'est un scénario de 3 mois.
blocage donc d'ici fin mai avec un assouplissement et une reprise d'activité dans les raffineries qui ont été touchées dans les pays proches de l'Iran. On estime que dans la plupart des cas, dès le mois suivant, on reviendrait à pleine capacité de production. Aujourd'hui, c'est très difficile de dire comment le conflit va se terminer et on pense que néanmoins, si on a un conflit qui se termine au mois de mai et on revient à une production normale avec une circulation normalisée dans le détroit d'Ormuz, néanmoins, on va rester avec des prix du pétrole de 15 dollars plus élevés que ce qu'on avait avant le conflit. Ça, c'est votre prévision chez Natixis. Voilà, c'est notre prévision pour le moment. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Alain Duré, chef économiste Europe de Natixis.